Merci Servan. Donc, dans le cadre général de cette journée d'études consacrée à Église désaffectée et Église révisitée, donc il m'a été demandé de vous présenter la situation actuelle en Bretagne, qui donc région voisine et comparable à la Normandie, également à forte tradition catholique, puisque la situation régionale semble en effet extrêmement chez nous extrêmement éloignée déjà d'une part de l'exemple canadien, hein, on l'a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises aujourd'hui, où de nombreuses églises, et même de grande taille, sont radicalement transformées. La situation est éloignée aussi d'autres exemples européens où des pays qui sont souvent de tradition protestante n'hésitent pas et de façon très pragmatique à se réapproprier les lieux pour les transformer en boîtes de nuit ou en lieux à louer pour des événements et soirées. Ici, un site allemand, ici, une église transformée à Bruxelles. À la différence des formes multiples de l'Église réformée, le catholicisme sacralise les lieux, en particulier le tabernacle et l'autel présents dans le chœur. Et je cite, l'autel, le prêtre et l'Eucharistie sont, à différents niveaux complémentaires, les symboles du Christ, précise le portail de la liturgie catholique. Naturellement, il devient alors plus difficile de livrer aux démolisseurs ou même aux spectacles profanes un espace ainsi sanctuarisé. Cependant, et avec du retard sur d'autres pays européens, la presse nationale fait désormais régulièrement écho d'églises à vendre. Donc cette situation est-elle observée à l'identique dans l'ouest du pays? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Et dans une première partie, j'évoquerai le contexte général en Bretagne, puis je vous présenterai différentes études de cas concernant des lieux toujours affectés, et enfin d'anciens lieux de culte aujourd'hui transformés. Donc tout d'abord, sur le contexte breton général, voilà. La revue allemande de langue anglaise Hayden Europe, destinée aux voyageurs cultivés, propose un article dans sa livraison de printemps intitulé « Finistère, Land of Thousand Chapels », Finistère, donc pays de 1000 chapelles. Donc chaque article de la revue décrit ici un élément fort d'une région européenne, sociale ou patrimoniale. Les chapelles ressortent ici comme l'élément remarquable aux yeux de l'auteur de ce Far West européen. Appuyant sur des clichés simplificateurs du tourisme, les chapelles bretonnes demeurent en effet, avec les phares, il faut le signaler, un des éléments identitaires de la Basse-Bretagne. Le Finistère en compte à lui seul 1400. Par chapelle, il faut comprendre ici l'image stéréotypée, classique, le petit oratoire, tout de pierre patiné par le temps, de préférence dans un environnement rural et bucolique, garni d'un riche décor de vitraux et de mobilier, accompagné de son pardon ou de sa kermesse. Voilà, il ne saurait être question ici, évidemment, de lieux urbains plus récents et à l'usage incertain. Autour de ce patrimoine toujours très présent, entretenu et valorisé à fin touristique, une communauté de fidèles mais vieillissante. L'évêque de Quimper indiquait ainsi que 45 000 Finistériens seraient toujours pratiquants pour une population de 930 000 habitants, soit seulement 5% de la population, un chiffre donc qui est proche de la moyenne nationale. Les découpages ecclésiastiques, créant des circonscriptions toujours plus grandes pour un clergé en faible nombre, ne simplifient pas les relations entre fidèles et le clergé. Le premier diocèse breton, les Côtes-d'Armor, avait réalisé la réforme en pionnier, passant de près de 300 paroisses à 80 nouvelles paroisses dès les années 80. Le Finistère passera, lui, à seulement 20 paroisses nouvelles en 2017. Le Concile Vatican II a provoqué, bien malgré lui, une vague de nettoyage dans les lieux de culte, et à cet aggiornamento patrimonial s'est alors ajouté dans les années 70 une certaine indifférence envers le patrimoine ancien subsistant, faisant le bonheur des antiquaires. L'association Breil-Santel, qui est investie dans la rénovation du petit patrimoine religieux, mettait en garde contre les ventes, les vols, les abandons et les aliénations dès 1978. Cette période qui était liée au revival breton, on connaissait alors un fort développement des comités de chapelle, très investis dans le tissu rural. Vivre et travailler au pays, le grand slogan. Le slogan se conjuguait avec soutenir la culture du pays sous toutes ses formes. Cette période connaissait son apogée dans les années 80-90, grâce aux subventions publiques, au mécénat. De nombreux lieux laissés à l'abandon depuis la fin de la guerre renaissent. Des pardons sont parfois même recréés de toutes pièces. À cette période glorieuse de renouveau succède aujourd'hui un temps d'incertitude. Les passionnés deviennent plus rares, les comités de chapelle, toujours nombreux, sont vieillissants et ne connaissent que peu de renouvellement de leur effectif.
C'est le cas ainsi de l'emblématique chapelle de Saint-Aille, située près de la Pointe du Raz, dont le comité ne comptait plus que 5 bénévoles en 2011. L'association Breil-Santel elle-même, qui a compté jusqu'à 2200 adhérents dans toute la Bretagne, n'en compte aujourd'hui que 200, qui c'est un signe d'un désinvestissement des particuliers pour ces questions. La position de l'Église catholique consiste en un maintien autant que possible des lieux de culte actuels dans le cadre protecteur de la loi de 1905. Lors d'un colloque récent à Rennes, Monseigneur Souchu, évêque auxiliaire de Rennes, indiquait, je le cite, « Nous devons veiller au maintien de nos églises, si possible de toutes nos églises ». Et il disait aussi « Abattre une église, c'est toucher à l'âme même d'une population ». Citant le père Bernard Eudray, curé de la cathédrale de Rennes le 20 mai 2011 devant l'association des maires d'Ille-et-Vilaine, nous serions indignes de nos pères et contrairement aux apparences irrespectueuses envers les nouveaux venus si nous ne défendions pas ces édifices dans le respect de ce pourquoi ils ont été construits, c'est-à-dire des lieux de prière. Donc, affirmation du rôle des églises diocésaines par les autorités ecclésiastiques, mais baisse du nombre de fidèles, de prêtres, de passionnés de patrimoine, et aussi des budgets de restauration et sans doute aussi des bonnes volontés des élus. Le terrain semble désormais plus favorable en Bretagne à des expérimentations nouvelles qui étaient inimaginables encore il y a quelques décennies. Alors, je vous ai mis cette carte qu'on a vue déjà ce matin, et en parallèle, je vous ai placé la carte de la pratique religieuse dans les années 60, suite aux enquêtes de sociologie religieuse du Salon de Boulard, où l'on voit évidemment l'Ouest plus fort pour la pratique religieuse, et où on voit aussi sur la carte des lieux de culte menacés, relativement moins de lieux de culte menacés dans la région Bretagne. Donc, dans une deuxième partie des lieux de culte en Bretagne, je vais commencer par une première partie, démolir ou conserver. Et le site Patrimoine en blog indique que 17 églises et chapelles sont menacées de destruction dans la Bretagne historique, avec la Loire-Atlantique. Donc, bastion d'un christianisme puissant. Si ce chiffre ramené au nombre de lieux de culte est sans doute plus faible que dans d'autres régions, il alerte cependant sur une tendance qui pourrait se développer dans l'avenir. À Cornouillé-sur-Logne, en Loire-Atlantique, la commune compte 3 églises paroissiales du XIXe siècle et une chapelle du XVe siècle récemment rénovée. Les travaux de rénovation ont été régulièrement effectués par le passé, mais voulant anticiper sur les décisions qui leur semblent inévitables, et afin de s'armer d'un outil de décision, les élus décident de consulter la population par une étude sociologique confiée à l'universitaire nantais Charles Suot, qui réalise une trentaine d'entretiens entre 2009 et 2011. 3 questions sont posées. L'itinéraire géographique des personnes interrogées, comment ils perçoivent les différentes églises, comment ils envisagent l'avenir. Ainsi, tous les habitants peuvent se retrouver dans cette grille de questionnement, donnant des réponses bien plus fines que dans le cadre d'un référendum à réponse bipolaire. Le thème général de l'entretien commandé par le maire étant des églises, pourquoi, pour qui, pourquoi faire. Vous voyez que voilà, c'est toujours la même chose. Donc une des premières idées résultant des réponses est que la question des églises n'est plus taboue aujourd'hui. Elle peut être abordée librement par la population alors que les élus craignent encore souvent de l'aborder. Les habitants ont parlé très librement. 2 pôles se distinguent. Respecter le patrimoine et on ne peut pas en rester là. Une idée synthétisant le tout, ne pas détruire, mais rendre utile. Ne pas confondre attachement affectif et principe structurant de l'identité. Le clocher est un symbole important du groupe, mais ici, dans le cadre d'une fusion de 3 paroisses, si chaque église demeure un lieu de souvenir pour chacun, mariage, etc., elle n'est plus le symbole du groupe en tant que tel. Maintenant, nous sommes tous corcouéens, dit un des interrogés. Cette affirmation revenait souvent lors des entretiens. Une déterritorialisation des symboles, et entre autres religieux, est donc ici en train de s'effectuer. La grande majorité des personnes interrogées ont une pratique distante de l'Église et sans idée préconçue. On fait bien de la mutualisation pour le sport, dit quelqu'un, pourquoi pas pour l'Église ? Ce qui change fondamentalement depuis les années 70, c'est la pratique religieuse. Les questions des sondeurs portent d'ailleurs désormais sur la croyance et non plus sur la pratique elle-même. Pour plusieurs personnes interrogées, l'important est la communauté de fidèles, non l'église de pierre. Cette notion d'attachement à la pierre est actuellement en train de changer progressivement. La sécularisation sans la religion. J'aime aller visiter les églises, c'est comme un château, dit quelqu'un.
L'Église appartient au paysage culturel, elle est abordée avec sympathie, mais détachée de toute notion de pratique. Comment voir les choses dans l'avenir? Une première tendance, l'ouverture culturelle, concerts, bibliothèques, deux grands interdits, toujours pour cette enquête de sociologie, en faire des logements, deux grands interdits, pardon, l'argent et le sexe, ni banque ni bibliothèque. Autre grand axe, les attentes sociales, en faire des logements, les gens attribuent spontanément une fonction sociale à l'Église. Le poids des héritages mentaux s'inscrit donc ici dans le temps long à travers le quadrillage spatial, paroisse, le diocèse, touché au bâtiment église, c'est touché aussi à tout le système de l'église, prêtres, évêques, etc., et à tout un ensemble symbolique touchant à la société elle-même. Toute décision, d'après le sociologue, devrait s'accompagner d'un important travail pédagogique d'accompagnement auprès de la population. Comment respecter l'héritage, le maintenir vide et incompréhensible, ou en faire des constructions chargées de sens, tel fut l'un des bilans de cette enquête sociologique inédite sur une commune. Alors la question de la rénovation ou non des églises rurales fait également les titres de la presse locale. La commune de Plounérin, dans les Côtes-d'Armor, offre un cas d'école intéressant et fortement médiatisé. On y trouve une grande église néogothique en forme de croix latine de 1000 places. La commune se situe en Trégor, dans un secteur souvent qualifié au XXe siècle de campagne rouge. En 2010, Pascal Viedeville, maire apparenté communiste de la commune, pose à ses administrés par référendum la question suivante. Faut-il rénover ou non l'église qui menace ruine et qui est fermée depuis 2007 ? Le secteur était très déchristianisé. Le curé Christian Lemeur dessert 9 paroisses et loge à Plouaret, à 10 km de là. Depuis la fermeture de l'église, le culte s'effectue dans la chapelle de Bon Voyage, toute proche, qui peut accueillir 200 personnes. Une capacité largement suffisante pour la poignée de pratiquants réguliers, et même, sauf exception, pour ceux bien plus nombreux qui se rendent aux obsèques. Le montant des travaux s'élève à 2 600 000 €, ce qui endetterait la commune pour plus de 30 ans. Le Breton tient à son église, même s'il n'y va pas toujours. C'est un repère pour lui, plaide l'abbé Lemeur, qui n'est pas opposé, cependant, à la déconstruction de l'église. Face aux priorités du social, que pèse un bâtiment du XIXe siècle fréquenté par 10 personnes, s'interroge lui le maire, tels sont donc les enjeux du débat. L'opposition municipale rejette la démolition, estimant que l'Église n'est pas en si mauvais état et appelle à voter dans le sens de la sauvegarde de notre patrimoine commun. Une association de sauvegarde de l'Église est créée sur son site internet. Elle évoque la mémoire et l'identité en des termes qui valent d'être cités. Nous avons l'intime conviction que la restauration de l'Église permettra à la commune, d'une part, de conserver un pan de son histoire, tout en respectant les hommes et les femmes qui se sont investis humainement et financièrement dans sa construction, et d'autre part, de pérenniser l'activité socio-culturelle de la commune. On remarque qu'il n'est ici guère fait question non plus de l'aspect cultuel de l'Église comme lieu de recueillement, de prière ou de rassemblement de la communauté chrétienne, mais bel et bien du sauvetage du monument symbolique de la commune. Donc à Plounérin, la commune choisit finalement le sauvetage de l'église. 60% des votants se sont prononcés pour la rénovation, le taux de participation étant de 70%. Reste que l'initiative du référendum communal peut faire tache d'huile. Le 1er décembre 2013, une consultation similaire s'est tenue non loin de là à Plouagat, toujours dans les Côtes-d'Armor, avec sensiblement les mêmes résultats. Si seulement 50% des inscrits se sont déplacés, ici plus de 80% des votants se sont prononcés pour la restauration de leur église, malgré un coût là aussi de plus d'1 million d'euros. À Trémargat, toujours dans les Côtes-d'Armor, un compromis novateur a été récemment trouvé. L'église du XVIe siècle, classée monument historique en 1927, est fermée depuis 2001. Le manque d'entretien l'a rendue impraticable et dangereuse pour la population. Le village, qui compte moins de 200 habitants, ne peut financer le montant des réparations qui resteraient à sa charge pour un usage religieux qui demeure ponctuel. En 2010, le maire Éric Bréhin a été à l'origine d'une convention tripartite entre la commune, le diocèse, représenté ici par le curé, et des associations d'usagers éventuelles. Il en ressort que des activités culturelles seront possibles après accord du curé et qu'en cas de litige, un conseil tripartite de médiation créé par la convention sera saisi. Depuis lors, la commune a réussi à trouver des sources de financement pour la rénovation de son église.
Autre point, les utilisations culturelles et les limites du genre. Des utilisations alternatives douces sont de plus en plus mises en place pour des lieux de culte secondaires. Sans modification majeure de la structure intérieure, les chapelles sont investies dans le domaine culturel, dans le cadre d'expositions saisonnières et de concerts. Un des plus célèbres circuits d'exposition d'art contemporain de France se trouve dans le Morbihan, autour de Pluméliau, dans la vallée de Pontivy. Institué en 1991, les organisateurs s'appuient sur un réseau de galeristes reconnus et font venir des artistes contemporains qui créent une œuvre éphémère in situ. Un artiste majeur est invité chaque année, un catalogue est édité. Différents circuits, au départ de la chapelle centrale de Saint-Nicodème en Pluméliau, permettent de découvrir en voiture les différents lieux. Chaque chapelle est ouverte et gardée par des jeunes gens rémunérés par le conseil départemental du Morbihan qui investit beaucoup dans cette opération, jusqu'à 200 000 € par an. Le public visé est celui des amateurs d'art contemporain, mais aussi de patrimoine et de nature. Dans chaque chapelle, le principe est de préserver le cœur de chaque installation. Les œuvres doivent s'inscrire et respecter le cadre religieux dans lequel elles sont établies. Mais d'autres circuits peuvent rencontrer des difficultés. L'Art à la Pointe, situé dans le Cap Sizun, rencontre en 2009 une opposition de l'évêque de Quimper suite à une performance jugée blasphématoire dans une des chapelles. L'année suivante, l'affectataire retire son accord sur toutes les chapelles et donc la manifestation se replie sur des lieux civils. Plusieurs communes utilisent des chapelles comme lieu d'exposition. La chapelle désaffectée des Ursulines de Quimperlé, par exemple, propriété municipale, organise dans le lieu 3 expositions annuelles. Même opération dans la chapelle des Ursulines de Lannion. Si le lieu n'est pas désaffecté, l'Église diocésaine veille à maintenir un culte régulier autant que possible. À Rennes, l'église Saint-Aubin est désormais voulue par le clergé comme étant un lieu dédié à la culture. Les messes s'y font rares, mais l'édifice demeure emblématique au cœur de la ville, désormais stratégiquement placé face au futur nouveau centre des congrès, le couvent des Jacobins. Même problématique à Pontivy. L'église Saint-Joseph, édifice du XIXe siècle, est aujourd'hui surdimensionnée pour la paroisse. Un concours de vitraux voulu par le ministre Jacques Lang la dote une collection d'œuvres contemporaines qui attire de nombreux visiteurs, qui sont les mêmes d'ailleurs souvent que pour l'art dans les chapelles. Monseigneur Santaine, évêque de Vannes, n'a pas l'intention de désaffecter le lieu, même s'il ne sert que pour un pardon, comme une simple chapelle. Nous songeons à en faire un lieu mixte de prière et d'exposition, indique Irène de Château-Thierry, déléguée diocésain à l'art sacré pour le diocèse de Vannes. Même réflexion pour la chapelle du collège mixte de Saint-Simon de Vannes. Bel exemple d'architecture et décor XVIIIe siècle, la mairie propriétaire cherche ici un projet pour en justifier la restauration onéreuse. La chapelle de l'Immaculée à Nantes appartient au diocèse, qui tient à ce que la chapelle demeure avant tout un lieu de célébration. On la dénaturerait si ça n'est pas le cas, concluait le père Denis Moutel, alors vicaire général. La chapelle, dotée d'une très bonne acoustique, pourra également être utilisée pour les concerts de musique sacrée, le tout fortement appuyé par une communication attrayante du diocèse. De nombreuses chapelles urbaines, souvent désaffectées, sont utilisées en salle de concert. Si le lieu demeure affecté au culte, une autorisation préalable doit être demandée à l'ordinaire du lieu ou à la commission d'art sacré, qui est sans doute aujourd'hui plus vigilante sur ces points que par le passé. Décisions qui peuvent provoquer des incompréhensions auprès du grand public. Ainsi, l'artiste Alan Stivell était privé de cathédrale Saint-Corentin à Quimper en 1986, œuvre jugée non conforme avec la dignité du lieu pour l'Église, mais incompréhension pour une partie du public qui demandait « mais ce bâtiment n'est-il pas entretenu par l'État ?» Ce sont les débats assez courants. Alors qu'en est-il des lieux désaffectés ? La Bretagne demeure assurément bien loin des exemples canadiens, des autres pays européens et de certaines régions françaises. Cependant, certains exemples montrent que le contexte évolue lentement. Et tout d'abord, j'ai trouvé une église paroissiale à vendre sur la région Bretagne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, j'en ai trouvé une seule. Une seule église paroissiale est à vendre à Brest, Saint-Yves-du-Quizac.
n'est pourtant pas une église au rabais. C'est une œuvre de l'architecte Claude Péton. Elle est voulue comme la seconde église de la ZUP de Brest, réalisée à l'issue d'un concours d'architecture en 1969. Réalisée immédiatement après le Concile, elle respecte toutes les idées novatrices du temps. C'est une église de l'enfouissement, exprimant le rejet du monumental. Un programme général du comité brestois de construction d'églises indique « Nous sommes fort peu tentés par une conception monumentale. Il s'agit moins d'édifier un temple à la gloire de Dieu, signe visible de sa majesté, que d'offrir au peuple de Dieu la volonté de se rassembler pour participer à la liturgie dominicale, ainsi qu'à toute rencontre qui lui permette d'éclairer ou d'exprimer sa foi. » Fin de citation. Conformément au programme, le lieu de culte est vaste, 100 piliers affectant la vue sur l'autel. Chaque fidèle doit se trouver à moins de 25 mètres de celui-ci. À côté de l'église proprement dite, des salles paroissiales viennent compléter l'ensemble et en font ce qu'on appelait à l'époque la maison-église, signe de vie pour la communauté. Recherche de vérité et d'expression, de simplicité et de dépouillement, indique en substance l'architecte dans le catalogue de l'exposition qui lui est consacrée au Musée des Beaux-Arts de Brest. Et cette église vient compléter un équipement déjà existant, l'église Notre-Dame du Bougain, placée de façon très visible à l'intersection de deux axes majeurs de circulation visibles grâce à un clocher triomphant. À l'opposé, Saint-Yves semble perdu au fin fond de la ZUP, invisible des passants. Dès le départ, le sort de l'Église ne semble guère intéresser les autorités ecclésiastiques. Aucun article dans la semaine religieuse, aucune bénédiction même de l'évêque. Certes, il n'y a pas ici d'érection de paroisse à proprement parler, mais de transfert d'un lieu de culte provisoire vers ce nouvel ensemble paroissial. Canoniquement, rien n'oblige l'ordinaire à une bénédiction, mais cette absence de signal des autorités, complétée par la place prépondérante de l'autre Église, font que Saint-Yves, perdu dans les fins fonds de la ZUP et n'étant pas doté de la représentation classique des lieux de culte, peine à trouver sa place. Erreur peut-être dans le découpage sociologique de la ZUP, mauvais choix architectural. Après 10 ans d'usage seulement, elle sera progressivement abandonnée au profit de l'autre église, Notre-Dame du Bougain, et récemment exécrée. Elle est actuellement mise en vente par le diocèse de Quimper et Léon. Alors qu'en est-il des chapelles rurales désaffectées ? Rares sont les chapelles bretonnes traditionnelles qui connaissent une évolution radicalement différente de leur finalité initiale. Cependant, des agences immobilières ou la presse présentent parfois d'anciens lieux de culte transformés en en résidence d'habitation, en soulignant souvent le caractère d'anciennes chapelles, la recherche d'authenticité se mêlant d'objectifs commerciaux. D'une façon générale, il ne s'agit jamais d'édifices majeurs, ni d'édifices qui sont ancrés dans l'imaginaire collectif comme lieu de culte. C'est le cas actuellement, par exemple, à Plonnier-Lanverne, Finistère, où une ancienne chapelle est proposée à la vente. Elle n'est pas citée parmi les lieux de culte connus disparus de la paroisse. Seule une porte ogivale apporte une touche architecturale intéressante à un édifice dépourvu de clocher et qui probablement est sorti de la mémoire commune depuis très longtemps. L'agence en fait cependant ici un lieu de vente. De même à Briec, près de Quimper, l'article cite « Vacances au calme dans une ancienne chapelle », utilisant le vocabulaire habituellement dévolu à l'univers monastique. Je cite « Plusieurs vacanciers étrangers sont venus ici apprécier la quiétude des lieux ». Ici, la chapelle n'a pas été utilisée comme le culte depuis belle lurette, puisque le père de l'ancien propriétaire s'en servait lui-même comme grange. Alors qu'en est-il des plus intéressants, pour finir, des chapelles urbaines désaffectées ? Les chapelles les plus importantes à vendre se trouvent habituellement dans les zones urbaines. Ce sont les chapelles de congrégations désaffectées, anciennement rattachées à une école ou une clinique, souvent jusqu'aux années 60. La population locale n'y est pas farouchement attachée, n'ayant pas vécu de moments importants dans ces lieux. À Nantes, une chapelle du XIIe siècle, désacralisée depuis la Révolution, abrite à l'étage un restaurant, au rez-de-chaussée une boîte de nuit. On l'a cité ce matin en introduction et donc la revoici. Notre-Dame des Victoires, place Saint-Laurent, n'est plus connue sous cette appellation et n'est physiquement pas visible ni identifiable de l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Le restaurant utilise le décor voûté intérieur comme support de communication et s'est choisi un nom adapté et décalé, les Petits Saints. S-A-I-N-T. Oui. Au rez-de-chaussée, le bar n'a plus aucun cachet architectural. Cependant, la direction joue aussi sur l'aspect d'anciens lieux de culte dans leur communication, mentionnant sur un macaron la plus vieille chapelle de Nantes.
Donc l'aspect religieux a été gommé ici sans doute pendant des décennies, mais réapparaît à des fins commerciales. On disait ce matin, on n'arrive pas à se débarrasser d'un aspect religieux, quelle que soit l'activité et les transformations du lieu. La plus importante de ces réalisations atypiques dans la région et inspirée des réalisations canadiennes est certainement une chapelle du XIXe siècle, ancienne propriété de la congrégation des filles de la sagesse, et transformée en hôtel de luxe de 28 chambres à Nantes. Cette rénovation ne masque en rien évidemment l'architecture religieuse et intègre voûtes, chapiteaux et vitraux dans des chambres nouvellement conçues, comme vous pouvez le voir. À Brest, la chapelle de l'école Saint-Joseph du Pilier Rouge, vendue par la DDEC à un entrepreneur, vient d'être transformée en immeuble d'habitation. Un jardin public borde le nouvel immeuble et le sépare de la rue. Les riverains, lorsqu'ils sont consultés, souhaitent généralement conserver une trace de l'histoire du lieu. Ici, un panneau explicatif. Un panneau explicatif indique que le Conseil consultatif du quartier de l'Europe, étroitement associé à l'élaboration du projet, a souhaité conserver à ce lieu la mémoire du jardin de méditation des religieuses et de l'école. On y retrouve en effet le calvaire, entouré de palmiers dans un esprit de jardin zen. Le nom du jardin a évolué lui-même, passant de jardin Saint-Joseph pendant la phase de commercialisation en 2010 au très laïque jardin Jean Giono lors de l'inauguration par le maire de Brest en 2014. Plus classiquement, des chapelles désaffectées sont réutilisées en lieu culturel. C'est le cas à l'évêché de Quimper, où je travaille, où la chapelle accueille désormais une bibliothèque diocésaine, une installation faite sans état d'âme à la fermeture du Grand Séminaire en 1973, dans un esprit ici totalement catholique et éventuellement réversible. À Guingamp, la chapelle Sainte-Bernadette, datant des années 50, est vendue en 2004 avec des conditions restrictives quant à son utilisation. L'acquéreur est un particulier qui décide d'en faire un lieu culturel et il lui donne le nom de chapelle ivre, à la consternation du vicaire général Gérard Nicole, qui rappelle la contrainte symbolique du bâtiment dans l'imaginaire social. Monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc, en conclut qu'une église désaffectée est détruite, je le cite finalement, c'est beaucoup plus simple. Comment va-t-on appeler une église qui n'aura plus d'affectation d'église ? On continuera à l'appeler église, ce qui est ennuyeux si on y tient dedans du théâtre de boulevard ou toute autre chose. C'est en effet le cas à Brest, où Notre-Dame de Recouvrance, construite sur dommages de guerre en 1960 et donc propriété municipale, est aujourd'hui désaffectée et utilisée comme lieu de répétition d'un groupe de rock dont elle prend désormais le nom, la chapelle des réseaux. Les jeunes Brestois se sont emparés du nom et commencent à appeler ainsi ce lieu. De même, en réflexion actuellement, les élus d'Auray s'interrogent sur l'avenir de la chapelle du Saint-Esprit qui pourrait devenir, elle aussi, centre d'art. Certaines chapelles urbaines sont avec une vue intérieure de la chapelle en question pour les répétitions du groupe de rock. Certaines chapelles urbaines, je le disais, sont parfois détruites pour insalubrité ou raison d'urbanisme, mais généralement, ce sont des lieux à l'architecture modeste, peu identifiés dans l'imaginaire collectif comme lieu de culte, et leur destruction ne crée généralement aucune polémique, à la différence des exemples normands que l'on a pu voir au long de la journée avec des églises du XIXe siècle plus fortement typées, je dirais. En octobre 2010, le Télégramme de Brest titrait sur sa page Pont-l'Abbé « Vent chapelle, très peu servi, bel espace à vivre, quartier idéalement placé ». La chapelle, offerte par une famille à la paroisse en 1882, servant épisodiquement à la catéchèse. Son statut de chapelle privée lui permet d'échapper à la loi de séparation. Elle se retrouve propriété diocésaine qui finit par la céder à la ville de Pont-l'Abbé en 2003, ne sachant pas quoi en faire. Finalement, après diverses tentatives de rachat, elle est reprise avec quelques autres, et c'est intéressant, par une association nouvelle qui s'installe en Bretagne en réaction face à ces ventes, l'œuvre de Saint-Joseph.
Le promoteur de cette idée est Philippe Abjean, qui est le recréateur du Trobreis depuis 1994 et aussi l'inventeur de la vallée des saints à Cloire-Carnoët. Vallée des saints, sur une colline doivent s'ériger 1000 statues de saints en granit de 4 mètres de haut. Perçue au départ comme une utopie absolue, l'Église catholique se rapproche actuellement de ce lieu, accueilli au départ avec méfiance. Monseigneur d'Ornelas, archevêque de Rennes, viendra bénir avec son confrère Monseigneur Moutel, évêque de Saint-Brieuc, la statue de Saint-Colomban le 27 août prochain. Encadrant ces structures, Trobreis et Vallée des Saints, qui au fond est la dernière grande construction religieuse chronologiquement, parce qu'il n'y a pas eu d'autres églises construites depuis en Bretagne, c'est la Vallée des Saints, la dernière chose du genre. Encadrant donc ces structures, la dernière idée de Philippe Abjean est de racheter des lieux de culte. Et donc l'association L'œuvre de Saint-Joseph est née en 2012 de la volonté de sauvegarder, de restaurer et d'animer ce patrimoine exceptionnel, structure millénaire du cadre de vie et repère géospatial temporel. Un dicton en page du site internet que vous avez ici. L'œuvre fédère de nombreuses associations locales appelées les ouvriers du bon Dieu. Chacune est chargée de relever un lieu et de lui trouver une occupation dans un cadre chrétien. Pour Philippe Abjean, il s'agit en effet d'éviter, je le cite, cette dérive qui aujourd'hui fait des églises des lieux culturels en redonnant une vie spirituelle aux églises. Actuellement, l'association a racheté à 3 diocèses bretons 6 lieux, 5 chapelles importantes, et l'abbaye Saint-Jacques à Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine. Alors en conclusion de tout ceci, et pour finir, je vous montre 2 photos de José Douaré des années 50 qui vous dit que non, avant, c'était pas forcément mieux. Depuis les années du Concile, la demande est de plus en plus forte de pouvoir occuper église ou chapelle pour des spectacles, concerts ou expositions. Depuis quelques années, la question se pose de la conservation de certains édifices, sujet parfois inutile. Et donc, je vous l'ai dit, la Bretagne semble légèrement en retrait face à ces pratiques plus rudes d'autres régions françaises. Les cas évoqués précédemment ne constituent qu'une petite minorité de l'ensemble des lieux de culte bretons. L'œuvre de Saint-Joseph veille pour racheter certains lieux mis à la vente. Les responsables catholiques souhaitent maintenir aussi longtemps que possible le statu quo sur les édifices et leurs entretiens, tout en avançant sur certaines pratiques mixtes pour certains lieux dédiés à la culture. De son côté, différents signaux montrent que la population évolue sur ces questions. La génération actuelle est celle qui a suivi celle du Concile et est plus détachée de la doctrine religieuse. Elle considère le patrimoine sacré breton, souvent avec bienveillance, mais comme un élément du décor, un héritage à préserver, mais sans a priori et avec plus de pragmatisme que par le passé. Il est donc probable que les reconversions d'églises et de chapelles jugées d'un intérêt artistique moyen deviennent plus fréquentes dans l'avenir, pour une population plus détachée elle-même de ces questions religieuses, mais néanmoins toujours très soucieuse de l'identité bretonne. Je vous remercie. Moi, je voudrais savoir qui devient propriétaire des objets déplacés. Parce que moi, on en a vu beaucoup. Alors, c'est peut-être triste. Oui, pardon, oui. Les objets sont propriété publique. Oui. Hein, Les objets sont propriété publique ou propriété... Non, mais ils sont ou propriété publique de la propriété de la commune ou de l'État éventuellement, ou ils sont propriété des fabriques, donc de l'association diocésaine. En cas de voilà. Jamais été bien doué avec ça. En cas de propriété publique, pour vendre un objet ou quoi que ce soit, il faut... La question, c'est que si la municipalité de X remet les objets à la municipalité reste-t-elle propriétaire ? Il reste propriété de la municipalité de X et avec une convention sont déplacés dans la municipalité Y. C'est-à-dire qu'autrement dit, si je veux restaurer, restaurer le tableau déposé, est-ce que je dois demander la permission ? Il faut demander l'autorisation de la communauté,
de la commune propriétaire. Donc il faut demander l'autorisation du desservant, de la commune. Non, du desservant, c'est pas. Si c'est propriété communale, vous demandez pas. Excusez-moi, hein, mais vous demandez pas vous demandez pas l'autorité du desservant. La propriété du maire, qui est propriétaire de l'église, on l'a remis. Il faut demander la propriété du maire, Ah oui. du maire qui a déposé l'objet. Il faut demander éventuellement l'avis de la DRAC si l'objet est classé. Une autorisation d'intervenir sur l'objet. C'est une affaire d'État. Non, c'est pas une affaire d'État. Comme le dit Servan, tout dépend de la convention qui a été passée et des articles passés dans la convention. Si la convention, si le maire propriétaire dit qu'il remet tous les droits sur le tableau, restauré, etc., il n'y a pas lieu de lui demander son autorisation. S'il veut avoir un droit de regard et s'il le note dans la convention, à ce moment-là, la commune qui l'a reçu en dépôt doit lui demander son autorisation. Et après, il faut quand même prévoir aussi des articles pour le paiement de la restauration. Et 30 ans après, plus personne ne sait. Non, si c'est bien géré en amont, c'est pas 30 ans. Hein. Je suis désolée. C'est en plus avec des autorisations DRAC, c'est 1 an, 2 ans. Si en plus l'objet n'est pas du tout protégé, ça se fait rapidement. Si, parce que les conservateurs des antiquités objets d'art ont des... Mais nous aussi, c'est ce que je vous ai essayé de vous démontrer tout à l'heure. Pour préciser, les conservateurs des antiquités objets d'art tiennent à jour l'inventaire des objets, propriété publique d'intérêt patrimonial conservés hors musée. Après qu'ils soient protégés au titre des monuments historiques, c'est un plus, mais on s'occupe de tout. Olivier, il faut venir plus souvent chez nous, il faut nous suivre une journée sur le terrain, et vous verrez. Alors, moi, je voudrais poser une question qui concerne l'ouverture des églises. Monseigneur Habert a dit tout à l'heure que tout le monde souhaitait que les églises soient ouvertes. Il y en a beaucoup qui sont ouvertes, je peux en témoigner, dans le département de l'Orne, mais il y en a aussi beaucoup qui restent fermées. Je sais qu'il y a pas mal de maires dans la salle et j'aimerais que les maires aient le souci d'ouvrir leurs églises, mais sans doute pour cela ont-ils besoin de conseils ou d'aide, notamment pour préserver le patrimoine qui s'y trouve. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la question ? Je vais répondre directement. Pour l'Orne, de la même façon, c'est souvent pour des raisons de sécurité, de crainte des vols que les églises restent fermées. Une église ouverte ne connaît pas plus de vols. Et on s'en aperçoit plus vite, ce qui est très important pour retrouver les objets. Et les maires, s'ils veulent ouvrir leurs églises, se rapprochent de la conservation des antiquités objets d'art et on les accompagne pour les mesures de sécurité. Alors, en Normandie, tu étais économe diocésain ailleurs, en Normandie, tous les départements ont un conservateur des antiquités objets d'art professionnel, ce qui nous permet d'être disponibles et de répondre à ces demandes. Si vous permettez, je vais rajouter quelque chose. En ce qui concerne l'ouverture des églises, l'église de ma commune, qui est un site rural, très ouvert bien sûr à la nature, mais tout à fait isolé, nous avons mis sur la porte de l'église 2 numéros de téléphone qui permettent de l'ouvrir en cas de besoin si les personnes sont disponibles pour y répondre. C'est une suggestion qu'on peut faire. une question pour madame, à savoir, dans le cadre d'une chapelle privée, dans une propriété privée, y a-t-il la possibilité donc que dit le droit pour faire, par exemple, un retable qui est dans une chapelle privée, peut-il être déplacé ou pas ? Le propriétaire privé a beaucoup plus de liberté qu'un propriétaire public. Tout dépend si votre œuvre est classée au titre des monuments historiques. À ce moment-là, vous êtes censé quand même demander l'intervention, demander une autorisation d'intervention sur l'œuvre. C'est tout. Merci. Après, vous vous débrouillez toute seule. Merci à vous. Merci.
Jean-Jacques Padeloup sur la commission d'art sacré de Rouen. Dans le cas d'usage mixte au niveau des églises, espace cultuel, espace culturel, ça nécessiterait d'avoir des précisions sur ce qui est interdit sur la partie, je dirais, le chœur, au niveau sacré, au niveau de l'autel, au niveau d'un tabernacle. Et ça, je pense qu'il y aurait des éléments à donner au fur et à mesure pour préciser dans les démarches futures. Oui, non, tout à l'heure, j'ai voulu dire que justement une église ne pouvait pas fallait la considérer dans sa globalité, quoi. On ne peut pas dire dans une église, il y a une partie qui est sacrée, qui serait le chœur, par exemple, même si de fait, il s'y déroule ce qu'il y a de plus sacré, à savoir la consécration. Mais donc, voilà, une église, on ne peut pas la découper, si vous voulez. C'est pour ça qu'une utilisation mixte est compliquée, hein, et pour l'instant, pas tellement souhaitée. De même que... Enfin, voilà, une église, elle a été consacrée, il y a eu une célébration de la dédicace de l'église. Alors, quand vous parlez par exemple du Saint-Sacrement, la présence réelle, on peut imaginer que pendant une manifestation culturelle, on enlève par exemple le Saint-Sacrement. Hein, je pense que c'est une règle voilà, qui convient. Mais voilà, on ne peut pas déterminer qu'à un moment donné, voilà, telle partie de l'église serait profane. C'est la compréhension même de ce qu'est une église qui est en jeu, quoi. Alors, je comprends que des gens, c'est pas votre cas, mais ne le comprennent pas en disant mais pourquoi pas partager, parce que ça. Ouais. Ouais, justement, un hôtel doit être inamovible en principe. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs. Monsieur ? Oui, Étienne Bisson, conseiller en aménagement de salle à l'Audia Normandie. Moi, je travaille donc sur toute la Normandie. Et je me posais la question, est-ce que l'arrivée des communautés de communes et le changement de taille des communautés de communes va amener une vision de diagnostic par rapport à ces lieux culturels et cultuels, et d'avoir une vision de diagnostic. Par exemple, les églises qui ont un cimetière autour, les églises qui sont collés à des voisins, avoir une vision de diagnostic de territoire pour pouvoir aussi déterminer celles qui sont les plus adaptées à des utilisations partagées. Il y en a qui sont difficilement utilisables pour des spectacles et d'autres qui peuvent l'être plus facilement, et c'est peut-être intéressant de miser sur les bonnes et de ne pas vouloir absolument faire un concert dans une église inadaptée. Par exemple, pour un concert, il faut des sanitaires pour le public. Est-ce qu'il y a certaines églises qui ont des sanitaires à côté ou à proximité qui permettent de régler cette question-là? Et est-ce que les communautés de communes vont permettre de faire ce diagnostic-là? Je me posais la question. Voilà, alors, quitter ce n'est pas une question aux intervenants. Tout le monde serait en peine pour répondre. En revanche, c'est une piste de travail intéressante pour l'avenir qu'il va falloir creuser. Il a été abordé l'aspect juridique, semble-t-il, très rassurant en matière de préservation du patrimoine. J'ai l'impression que dans les applications pratiques, il doit y avoir du grand écart. Je pense à des monuments importants pour lesquels, quelquefois, il y a beaucoup de souplesse. Je pense à quelque chose qui n'est pas religieux, mais l'hôtel Lambert à Paris, dont on a beaucoup parlé. Et puis, parallèlement, des petites églises qui sont classées monuments historiques et pour lesquelles on demande peut-être beaucoup de choses, notamment en faisant revenir dans l'histoire, en faisant remonter la rénovation de l'église en la représentant selon une forme qu'elle avait il y a 2 siècles. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'il y ait dans la liste des monuments historiques 2 catégories? Une catégorie qui serait très exigeante pour les monuments emblématiques au niveau national, et puis quelque chose de plus souple qui permette par exemple de faire travailler des artisans locaux en rénovation des églises, ou qui ait plus de souplesse.
Qui veut répondre? Moi, je suis incapable de répondre parce que je ne connais pas le cas de Je vais M. laisser Tabert. répondre Olivier Drouhan. Tiens. Je crois que c'est le cas. Vous avez les églises qui sont classées monuments historiques et celles qui ne sont qu'inscrites. Vous avez les deux niveaux, là. Je parle des monuments historiques exclusivement. Non, mais Oui, mais des monuments historiques, il y a deux catégories. Il y a les classés monuments historiques avec une protection complète de l'État, et puis il y a les inscrits qui disposent d'une protection moindre et d'aide moindre. Mais par contre, le monument historique qui se trouve dans une petite campagne rurale, il est contraint, s'il est inscrit, il est dans les mêmes contraintes qu'un monument important. Non, c'est pas vrai, oui. Bah, tout dépend de son degré de protection. Ça dépend effectivement de son degré de protection. Ce que vous semblez mettre en cause, ce serait une doctrine des monuments historiques à géométrie variable, suivant l'importance du monument, c'est ça? On a des monuments classés et certains où on serait plus souple. Alors, effectivement, l'administration... Il n'y a plus personne du ministère de la Culture, mais l'administration de l'État est déconcentrée. Donc, chaque direction régionale des affaires culturelles a une latitude pour délivrer des autorisations. Maintenant, à titre, voilà, je peux vous le dire, même un monument classé monument historique, etc., des artisans locaux peuvent parfaitement y travailler. Il n'y a pas, d'obligation. Il n'y a pas, à condition qu'ils soient compétents. Compétents, reconnus. Compétents, reconnus sur le devis. Après, on ne va pas se leurrer, il y a aussi, malgré la doctrine, etc., il y a aussi des contingences politiques qu'on n'évitera jamais. Voilà, je ne peux pas répondre plus clairement. Alors, Madame Leroyer. Merci. Je voudrais simplement savoir ce qu'il faut penser des objets, enfin de différents objets et différents mobiliers que l'on trouve chez les brocanteurs et chez les antiquaires. Ces congrégations et les privés. C'est toi qui étais Ah oui, il fonctionne? Oui, alors ce que vous trouvez chez les brocanteurs, en principe, on peut supposer, comme les objets mobiliers des collectivités publiques sont bien publics, que normalement les communes demandent l'autorisation au préfet pour les céder à des brocanteurs. Donc ma conclusion est que ce que vous voyez chez les brocanteurs est certainement le fruit de ventes de communautés religieuses. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ou éventuellement de vols, comme dit M. Rohan de Chabot. Mais en général, les vols maintenant sont assez bien suivis, puisqu'on a un relais au niveau de la gendarmerie nationale et de la police nationale, et que, comme on a quand même une couverture photographique ancienne ou récente assez conséquente, on sait à peu près où on en est. À peu près. Toujours pour revenir à l'échelon des communautés de communes, est-ce que vous auriez des exemples de communautés de communes qui se seraient dotées d'un petit parc de matériel adapté pour faire des spectacles de musique classique dans les églises, sachant que souvent dans les églises, il n'y a pas beaucoup de courant, donc il y a des types de projecteurs qui peuvent s'adapter à ça. Est-ce que vous connaissez des cas comme ça de communautés de communes qui se sont équipées? Je veux bien répondre. Déjà, je trouve que ce n'est pas le sujet du jour. Et d'autre part, je pense que vous pouvez vous adresser directement au siège des communautés de communes qui vous diront si elles ont un parc de matériel où elles se fournissent. C'est pas, ou au maire directement, effectivement. Ce n'est pas nous qui pouvons résoudre la question pour vous. Excusez-moi de parler comme ça, mais... Dans l'ordre. Oui, alors c'était juste pour revenir sur la question précédente. Dans les ventes qui se passent, et il s'en passe même pas très loin d'ici, en salle des ventes, il y a des objets religieux. C'est un petit peu choquant, je trouve, personnellement, de les voir en vente, mais c'est encore plus choquant quand il s'agit de reliques ou de choses comme ça.
est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose d'un Il petit peu plus y a contraignant? une législation sur les reliques. Je la connais pas par cœur. C'est pour ça que j'ai été assez évasive. Je vous ai dit que les reliques, c'était l'équivalent dans la mesure où ce sont des os et des éléments de corps et qu'il y a une législation bien particulière sur le transport des corps et la vente, c'est interdit. Là, je pense que c'est peut-être plutôt aux personnes du clergé de répondre. Je vais passer la parole à notre vicaire général, puisque vous parlez de ce problème de vente de reliques dans la salle des ventes voisine. Personne ne reste inerte. De fait, c'est un problème local récurrent dont nous entendons souvent parler, qui ne laisse pas neutres les autorités ecclésiastiques locales et qui sont l'objet d'un dialogue suivi entre Monseigneur Habert et Maître Biget, puisqu'on peut dire que c'est de lui qu'il s'agit. Pour que ce processus trouve une réponse, parce que la remarque de Maître Biget, je pense qu'elle rejoint d'une certaine manière ou d'une autre manière celle de M. Besse, c'est que ces ventes sont le fruit d'un désintérêt de la plupart des catholiques, et le travail qui est en cours actuellement entre Maître Biget et la conférence des évêques de France, via le père Prestavoine qui était là ce matin, c'est ce à quoi Maître Biget consent volontiers, c'est d'aider à mettre en valeur les reliques localement. Et donc nous sommes en train de travailler à une forme de sauvegarde des reliques qui ne soit pas simplement conservatoire, mais qui soit spirituelle. Et j'ai par exemple découvert récemment à la cathédrale de Coutances une très belle armoire à reliques qui est au cœur de la cathédrale et qui met en valeur les saints, leur vie et la vénération possible de leurs reliques. Donc Maître Biget nous renvoie évidemment un peu le procès que nous lui faisons en nous disant mais si vous ne laissiez pas pourrir les reliques dans les coffres de vos sacristies, je n'aurais pas à les vendre, et je les vends parce que des organismes catholiques me demandent de le faire. Donc je pense que plutôt que de se faire des procès d'intention réciproques, il faut essayer de trouver une bonne entente, et c'est à ça que nous travaillons. Donc je pense que ça aboutira à un résultat convenable pour tous. Voilà, donc encore une fois, le dialogue est le maître mot.